Je vais remercier la SFA, Karim Basbous et Olivier Gaïnet, notamment de me donner cet espace de parole. Alors comme je ne suis pas universitaire, pas enseignant, et que je n'ai pas de production intellectuelle à proprement parler, me retrouver comme ça dans un colloque à partager l'affiche avec Philippe Biwix, par exemple, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier de la réflexion sur le développement durable, sur les low-tech, etc. C'est en même temps une chance et un honneur, et puis c'est en même temps aussi un petit peu de pression, vous imaginez bien. Donc mon intervention aujourd'hui, ça va être un drôle de mélange de retour d'expérience professionnelle de début de carrière et de considération un peu plus générale de lecture politique que je peux avoir sporadiquement lorsqu'on essaye de sortir la tête du guidon de la production pure de l'agence. Donc en fait, je vais faire un petit peu le même exercice que Selima et Olivier ce matin, mais avec un ordre différent et probablement des mots un petit peu moins précis. Donc on s'était vu il y a 5 ans quand nous étions amusés avec les appels à projets urbains innovants, suite au concours Inventé pourri que j'avais lancé. Et maintenant que Jean-Louis Missica, l'ancien monsieur urbanisme de la mairie de Paris, est sous le coup d'une enquête du PNF pour prise illégale d'intérêt pour ses accointances avec nos amis promoteurs, je vais essayer de m'attaquer à un sujet un peu plus grave, celui de la crise climatique, et de questionner la place des architectes dans la transition nécessaire qui va s'opérer dès demain. Donc, nous allons voir dans un premier temps pourquoi le secteur de la construction va opérer une transition du secteur de la construction vers le secteur de la rénovation. Nous allons voir dans le même temps que nous, les architectes, nous ne sommes pas du tout prêts à cette transition. Dans la deuxième partie, nous verrons que si l'idée de l'aménagement du territoire est abandonnée en France depuis une trentaine d'années, elle risque de se réimposer afin de mobiliser le parc de logements vacants, estimé à environ 18%, situé aux confins du territoire. Et dans le cadre d'une rénovation thermique massive, qui va concerner donc tout le territoire, notamment ce qu'on appelle la France de carte postale et la France rurale, la place des architectes est à questionner. On explorera dans la troisième partie la manière dont les architectes doivent essayer de se réemparer du débat et de se faire écouter des pouvoirs publics autour de 3 axes de réflexion: se former, lutter et influencer. Et je conclurai enfin par une idée un peu plus générale, celle de la protection patrimoniale de toute construction humaine bâtie, en faisant un plaidoyer de la définition d'un patrimoine ordinaire. Donc nous sommes au devant d'un défi considérable, et la règle du jeu est relativement simple. Il faut absolument et immédiatement réduire notre production de carbone et de gaz à effet de serre d'environ 5% par an, au risque de rendre notre monde inhabitable. En 2021, nous avons eu la parution successive de 3 scénarios prospectifs sur les futurs énergétiques de la France. Donc on a le scénario négawatt, le scénario RTE et un scénario un peu plus ensemblier, un peu plus global, qui est le plan de transformation de l'économie française réalisé par le Shift Project. Donc c'est très difficile aujourd'hui de faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'un changement radical va advenir, que ce soit de manière subie ou volontaire. Alors, comme le dit l'expression consacrée, quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Parce que si ces scénarios sont des simplifications du réel, c'est un peu comme les maquettes dans le bâtiment. Sans avoir lu le rapport intégral du GIEC, ça donne quand même un aperçu rapide et global de la situation dans laquelle nous allons évoluer dans les prochaines années. Et ça permet de prendre les décisions en conséquence. L'opinion publique, d'ailleurs, le sait. Une étude du CREDOC en 2021 mettait la réduction des impacts de l'homme sur l'environnement en tête des préoccupations de nos concitoyens. Alors malgré la grande souplesse dont fait preuve actuellement notre élite politique lors de leurs grands écarts entre la déclaration d'intention à la tribune et la prise de décision réelle, il y a fort à parier que dans les années à venir, limiter les effets du changement climatique fera partie des grandes priorités. Parce que le constat est simple, hein. Le secteur du bâtiment il consomme à lui seul près de 40% de l'énergie finale en Europe. Le bâtiment il est responsable d'environ 1/3 des gaz à effet de serre. Il ne va pas y avoir beaucoup de graphiques, je vous inflige un peu celui-là, mais ça permet de se rendre compte qu'en rouge c'est la partie bâtiment, dans la consommation totale d'énergie, enfin dans les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et en fait il se trouve que il y a quelque chose de spécifique au secteur du bâtiment, c'est qu'il n'y a pas de saut technologique majeur pour réduire notre empreinte carbone. C'est un levier facile à actionner. Il y a 3 pistes principales pour réduire ces gaz à effet de serre. Donc il y a isoler les bâtiments existants, ça tombe sous le sens, décarboner les moyens de chauffage et de production d'eau chaude, et concevoir de nouveaux bâtiments bas carbone. Donc on a la nécessité d'une transition d'un secteur de la construction
à celui de la rénovation. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi ZAN. Mais la loi ZAN, c'est la loi zéro artificialisation nette. Comme la loi montagne et la loi littoral, c'est une loi pour maîtriser l'artificialisation des sols à l'échelle du territoire. En fait, on avait considéré en 85 et 86 qu'il fallait préserver les littoraux et les montagnes d'une urbanisation débridée. Maintenant, on va appliquer ce raisonnement à la logique territoriale en entier. Sauf que presque la moitié de l'artificialisation aujourd'hui est portée par la construction de zones d'habitat. Donc là, on a un petit condensé de ce qui se fait un peu partout, c'est-à-dire à Tours, Toulouse, Nice et Nancy. Sauf que la loi climat et résilience, promulguée le 21 août 2021, donne un objectif de zéro artificialisation nette en 2050, c'est-à-dire une traduction dans les documents d'urbanisme très rapide, parce que la modification en cascade des PLU et PLUI doit s'achever d'ici 2017, c'est-à-dire demain. Donc ce qu'on va voir, c'est une incitation au recyclage du foncier déjà artificialisé par le biais d'exonération de taxes d'aménagement. Et le corollaire de ça, c'est une massification de la rénovation énergétique. Donc cette transition d'un secteur construction à un secteur rénovation, elle ne se fera pas sans dommage. Selon le Shift Project, cela va occasionner une perte d'environ 90 000 emplois dans le secteur à prévoir. Alors l'idée, c'est qu'on a tendance à penser que ce sont que les entreprises du bâtiment qui vont subir ces pertes, mais en fait, en cascade inversée, je vais dire, finalement, c'est aussi la maîtrise d'œuvre qui risque d'être impactée par ce phénomène. Donc en fait, si on lit l'Observatoire de la profession d'architecte de 2020, le dernier à être paru, ce qu'on voit, c'est que tout le monde était content d'une fausse bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une augmentation du volume d'affaires du bâtiment neuf de 14%. Un deuxième graphique un peu pénible, surtout qu'il est pénible pour nous, c'est-à-dire que le CA des architectes, le chiffre d'affaires des architectes dans le secteur de la rénovation est stabilisé à environ 35% depuis une dizaine d'années. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la rénovation concerne 60% du chiffre d'affaires total du bâtiment. Et c'est un secteur en forte croissance poussé par les aides publiques de l'État. Alors comment est-ce qu'on peut se réjouir de cette évidente marginalisation ? Pour illustrer ce fait, il suffit d'écouter cette très bonne émission de La Terre au carré, qui est une émission quotidienne sur France Inter, sur le service public. Ils ont fait l'année dernière une émission consacrée à la rénovation énergétique. Et pendant 1 heure d'émission, après des erreurs catastrophiques de notions, de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, pas une seule fois le mot d'architecte a été prononcé. Mais pas une seule fois. Alors ça, c'est plus embêtant pour nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport de la Caisse des dépôts de consignation l'année dernière, qui s'appelle « Rapport pour une réhabilitation énergétique massive, simple et inclusive des logements privés », qui a été faite par Olivier Sichel, qui est président de la Caisse des dépôts, et qui a oublié tout simplement d'inclure les représentants des architectes, que ce soit l'ordre ou les syndicats, à ce rapport. Et donc, ça aboutit surtout, dans les préconisations de ce rapport, il y a la création d'un nouveau métier qui s'appelle l'accompagnateur Rénov', qui consiste à accompagner évidemment les gens dans la création de leurs projets et à suivre les entreprises ensuite sur le chantier. Donc ça, c'est un dernier clou pour notre cercueil. Donc, partant de là, un double constat s'impose. Premièrement, le neuf, c'est l'ancien. La meilleure économie d'énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Dans le bâtiment, le meilleur moyen de baisser la consommation, c'est tout simplement de moins construire. La logique est imparable. On peut estimer qu'une rénovation consommerait en réalité 2 à 3 fois moins de carbone qu'une construction neuve. Donc le marché du bâtiment, il va se contracter fortement sur la construction neuve et connaître une forte hausse vers la rénovation du bâti. La deuxième partie du constat, elle est sans appel pour les architectes. On est absolument absent de ce débat. Et comme la nature a horreur du vide, on voit fleurir tout un tas d'initiatives d'entreprises spontanément locales. Donc les travaux, la rénovation énergétique, c'est simple, c'est easy. Donc ça, c'est lancé par EDF depuis l'année dernière. Donc là, on voit très bien une entreprise en train d'arnaquer un couple de personnes âgées.
Et donc ça, c'est un service payant qui se veut une solution clé en main pour la maison durable dédiée aux particuliers et aux professionnels. Donc exit la maîtrise d'œuvre, voilà une porte grande ouverte vers la jungle non réglementée de l'isolation des toitures à 1 € et du bricolage à la petite semaine. Ce monde fascinant où l'on peut être plombier le matin et plaquiste l'après-midi, le plus long étant de changer les étiquettes sur la camionnette. Donc, dans le cadre d'une massification de la rénovation énergétique, tous les regards vont se tourner vers le gisement que représentent les bâtiments vacants et les résidences secondaires, qui, selon le Shift Project, représenteraient 18% du total du parc existant. Mais ces bâtiments vacants sont maintenant loin des aires urbaines dynamiques. Un nouvel aménagement du territoire semble donc nécessaire pour les reconquérir. Donc, si on peut faire remonter l'histoire de l'aménagement du territoire en France aux Bastides du XIIIe siècle, à laquelle je suis attaché parce que souvent elles sont dans le sud-ouest. On doit quand même la définition, alors c'est amusant de parler d'Eugène Claudius Petit à la SFA quand même, parce que c'est l'ancien maire de Firminy. Et du coup, on doit à Eugène Claudius Petit, qui était un ouvrier ébéniste autodidacte et qui a fini quand même ministre du Travail de Mendes France, je crois. On lui doit la définition de l'aménagement du territoire moderne. Donc il dit « L'aménagement du territoire, c'est la recherche dans le cadre géographique de la France d'une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et des activités économiques. » Donc ça aboutit à la création de la DATAR en 1963 par Olivier Guichard. C'est une instance, une administration qui est rattachée directement au Premier ministre et qui conceptualisera et mettra en œuvre la politique nationale d'aménagement et notamment avec succès le principe de la décentralisation. Pour résumer ce qu'était la DATAR, l'aménagement du territoire, c'est l'an 2000. Et donc ça, c'est une photo de moi. Parce que même moi, j'ai connu l'époque où on disait l'an 2000, c'est formidable. Et donc voilà, c'était juste pour mettre une photo de moi. Et puis ma sœur qui était très jolie à l'époque. Non, la pauvre. Donc malheureusement, on n'atteindra pas l'an 2000 parce que dès 1993, l'aménagement du territoire est effacé des nouvelles priorités, sans crédit et sans autorité selon un rapport du Sénat. On a une disparition progressive de la DATAR, parce que par sa conception jacobine de l'exercice, elle est incapable de réinventer un mode opératoire pour travailler. Alors, sur les décombres de l'administration défaillante, on assistera en 30 ans à un glissement sémantique très douloureux. On passe de l'aménagement du territoire des années 90 à la compétitivité des territoires, je vous le donne en mille, sous Sarkozy, et finalement, aujourd'hui, un ministère de la cohésion du territoire. Le terme est intéressant, le terme de cohésion, parce que c'est un ministère qui n'aurait que pour seul objectif de garantir que le territoire ne se désintègre pas. Finalement, la compétence d'aménagement du territoire, c'est devenu une compétence européenne, confiée à la CEMAT, comme on dit, Conférence européenne des ministres responsables du territoire. Donc c'est un machin européen, comme dirait De Gaulle, qui prodigue tous les 5 ans des déclarations conjointes dignes d'une notice de réinventer Paris, pavé de bonnes intentions et de blabla bienveillant, sans mesures contraignantes ou opérationnelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on a surtout, c'est qu'il n'y a plus aucune instance, plus aucune administration depuis une trentaine d'années qui n'a une vision cohérente pour l'aménagement du pays. Et sur cette friche politique, prospère alors la main libre du marché qui répartit les populations selon une carte de la désirabilité, polarisant toujours plus et en augmentant les disparités et les inégalités. Donc ça, c'est la répartition, la carte de répartition de Airbnb en France. Et en fait, c'est une cartographie très intéressante parce qu'il se trouve que ça correspond exactement à ce qu'on appelle aujourd'hui les aires urbaines dynamiques, à quelques exceptions près, un peu dans les Cévennes, etc. Mais c'est une carte notable. Parce que, du coup, la carte Airbnb de la France, c'est le contraire exact d'une géographie volontaire. C'est le marché pur, c'est celle de l'opportunité économique. C'est une carte où les entreprises fabriquent leur propre géographie. Et par exemple, il se trouve que dans l'excellent livre qui s'appelle « La France sous nos yeux » de Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet, on apprend qu'en France, on a un intermarché tous les 17 km sur le territoire complet. Donc un intermarché, pour vous la faire simple, si vous n'en avez pas vu depuis longtemps, c'est une architecture franchisée, des ronds-points, un vaste parking. Et ça occasionne une désertion des centres-bourgs, puisque les ménages français réalisent maintenant 70% de leurs dépenses dans ces zones commerciales périphériques. Le paradoxe, c'est que les projets précédents d'aménagement du territoire résistent. Si on étudie la carte indiquant les maximums démographiques des communes, on peut avoir une double lecture. Donc ça, c'est les communes dont la population n'a jamais été aussi haute depuis 1876.
Ce qu'on voit là, c'est la carte de la métropolisation, la France du Sud et de l'Ouest, qui tire son épingle du jeu dans la mondialisation. C'est le fruit de la décentralisation encadrée par la DATAR dans les années 80. En seconde lecture, on a une autre carte plus ténue, c'est la cartographie des préfectures et des départements, héritée du cadastre napoléonien et du Premier Empire. Mais en fait, ce qu'on voit surtout en creux, c'est la France des confins, c'est celle qui nous intéresse, celle des frontières départementales, c'est la France qui se dépeuple. Cette France, qui était plus égalitairement peuplée dans un 19e siècle encore agricole et déjà industrieux, qui n'en finit pas de dépérir, laissant à son endroit de nombreux bâtiments abandonnés. Alors, en voyant ces deux cartographies, il vient une question simple. Pourquoi ne pas cesser de concentrer la population et les emplois aux endroits qui n'ont jamais été aussi peuplés, pour se tourner vers celles qui ne l'ont jamais été aussi peu? Au vu de la situation actuelle, une reprise en main par l'État des questions d'aménagement n'est pas tout à fait exclue, parce que suite aux effets conjugués de la jacquerie des Gilets jaunes et de la pandémie, on voit qu'il y a un retour de l'État sur les questions de planification et d'aménagement. On est passé, pour se souvenir quand même un petit peu, en 2017 de la Startup Nation, en 2020 au retour du commissariat au plan, et en 2022 à une planification écologique, potentiellement, c'est ce qu'on nous annonce. On peut se demander si avant la fin du quinquennat, on ne verra pas le retour des kolkhozes. En anticipant un peu le mouvement, on peut imaginer qu'il ne serait pas absurde que la France des confins soit enfin redynamisée afin de récupérer le bâtiment vacant pour y loger décemment les populations. L'idée germe déjà spontanément dans beaucoup d'esprits. Donc là, je vous le fais très rapidement, mais de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Hervé Juvin à l'extrême droite. On a des gens qui ont fait des propositions, ou Arnaud Montebourg pendant la campagne présidentielle qui appelait un retour à la terre et qui proposait de redynamiser, de donner des logements gratuits dans la partie la moins urbanisée de la France et qui permettrait de réhabiliter 1 million de logements vacants en milieu rural et peu peuplé. Donc ça c'est une très belle affiche de Claude Baillargeon pour le Parti Socialiste, qui est une affiche de 1979, je crois, à l'époque où le Parti Socialiste existait encore. Et du coup, on voit que réaménager le territoire en dépassant le modèle métropolitain, pour repeupler la France des confins en lien avec un vaste projet de relocalisation industrielle et un secteur agricole revitalisé, semble se profiler. Parce que finalement, la ville du quart d'heure, dont on nous vend les qualités à longueur de conférence, la Walkable City, ça ressemble quand même étrangement à la France des années 60, moins urbaine, plus sociale, etc. Et donc si un aménagement du territoire devient d'actualité, la rénovation thermique va intéresser le pays dans son ensemble. Et là on peut se poser une question, c'est comment cette France de Raymond Depardon va-t-elle résister au massacre promis par l'isolation par l'extérieur polystyrène, par les volets roulants et par les fenêtres en PVC? Parce que ce qui se profile, alors j'ai pris une image de Google View parce que je passe devant tous les jours, ça c'est à Montpellier, c'est le risque d'une architecture doudoune, capotée dans son isolation polystyrène, sa façade en trespas, qui n'a même pas les vertus, j'allais dire, d'une esthétique de la rationalité, de la crise, parce que la logique française du coup de façade reste encore bien dominante. Je crois que Olivier, tu disais qu'il fallait être plus criard que son voisin. En fait, c'est exactement ça qui résiste encore malgré l'urgence climatique. Le problème, c'est que la rénovation thermique, elle est réalisée aujourd'hui sur la base de programmes Excel, de listes de cases à cocher. Et la question, c'est qu'avons-nous aujourd'hui à proposer comme alternative à cette architecture qui sonne creux? Donc là, quand j'ai écrit le petit texte qui vous a servi à vous appâter à la conférence, l'ordre n'avait pas encore réagi, je vais dire. Mais en fait, il se trouve que j'ai piqué même le titre de ma troisième partie à l'ordre des architectes, l'architecture comme solution. Ils ont fait un plaidoyer qui est sorti en mars, je crois, dernier, et je dois avouer que j'ai pas grand-chose à retirer de ce qui est expliqué là-dedans, et ça me semble complètement cohérent. Donc là, je rends hommage à l'ordre, une fois n'est pas coutume. Le premier axe de réflexion, c'est évidemment celui de notre propre formation. Combien d'architectes confondent encore aujourd'hui simplement les notions d'isolation et d'inertie? Ça, c'est la tour Constance à Aigues-Mortes, et là, je pourrais faire un petit... Est-ce qu'elle est bien isolée ou est-ce qu'elle est très inerte? C'est un peu la question à 1000 €. Sauf qu'en fait, cette réhabilitation, ça fait figure de parent pauvre depuis très longtemps, parce que Philippe Trétiac, dans le numéro 384 de Technique et Architecture, paru en juillet 83,
disait « De l'enseignement aux structures professionnelles, la réhabilitation fait figure de parent pauvre. Il serait paradoxal qu'un tel besoin d'innovation dans ce domaine reste ignoré des professionnels dont la mission essentielle demeure d'inventer les conditions nouvelles de production de l'espace bâti. Cette inaptitude de la majorité des professionnels, on s'attendrait à ce qu'elle soit corrigée par l'enseignement. » Là, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, donc je marche sur des œufs. Mais des UP, on est passé des UP aux ENSAM depuis. Mais je crois qu'il n'y a aucune formation spécifique d'approfondissement, par exemple. Alors là, s'il y a quelqu'un de Versailles, parce que j'ai vu hier soir qu'il sortait un diplôme d'approfondissement spécialisé sur l'innovation thermique. Mais ce n'était pas le cas jusqu'à hier soir. Donc je vous prie. Sur la rénovation énergétique des bâtiments. Parce qu'en fait, en réalité, il y a deux DSA qui concernent, qui sont à Belleville et à Chaillot, qui concernent le patrimoine, les monuments historiques. Et il y a un diplôme post-carbone à Marne-la-Vallée. Je crois qu'il y a des enseignants de Marne qui s'intéressent à ça. Mais globalement, ça reste quand même un impensé dans les écoles d'architecture. Combien de studios, d'ateliers sont consacrés à la question de la rénovation? Alors qu'il constitue encore l'exception, il devrait être la règle. Surtout que les ingénieurs forment à tour de bras des experts bas carbone, des maîtres d'œuvre et des BE environnement en attendant. En fait, une formation adéquate, elle nous positionnerait presque naturellement au centre de la réflexion en tant qu'expert du cadre bâti. Et ça, c'est un exercice réalisé par Norman Foster à la fin des années 50 et début des années 60, je crois, qui est le dessin en coupe d'un moulin classé en Angleterre. C'est un dessin absolument magnifique. Le deuxième axe, c'est évidemment lutter. C'est moins évident, mais c'est essentiel. C'est faire jouer notre regard transversal sur les sujets qui sont aujourd'hui captifs d'un schéma normatif. L'ensemble des scénarios et des programmes de réhabilitation sont portés par des ingénieurs compétents, spécialistes d'un domaine, mais dont le profil de réflexion en système fermé épouse les désirs de l'époque. Le législateur public se délecte à partir de ces calculs d'établir des profils, des comportements types, sans jamais réinterroger réellement les données d'entrée, les usages et les comportements. C'est en fait ce qu'on peut appeler l'alliance débilitante du performatif et du normatif, et ça empêche la réflexion. Les ingénieurs compétents, ils se croient en réalité protégés par une sorte de cap d'invisibilité de l'objectivité scientifique. Sauf que le choix des indicateurs est subjectif. Prenons le kilowattheure par mètre carré. Là, je parle sous la surveillance de Jean Souviron, qui est chercheur dans le domaine. Le kilowattheure par mètre carré qui est utilisé pour tous les diagnostics de performance énergétique, pour classer les bâtiments en classe A, classe B, etc. Il est conçu de façon à limiter la consommation d'énergie nécessaire appliquée à une surface donnée. Sauf que comment savoir si ce mètre carré est utilisé par un couple d'une maison passive dans une résidence secondaire de luxe dans le sud de la France, par exemple, ou par une famille nombreuse entassée dans un logement en grande banlieue de Lille? Le choix performatif est imperméable aux conditions de vie et de réalisation des habitants. Parce que lutter contre ce désir, c'est lutter contre le désir d'harmonie par le calcul qui prétend régir le monde par la réalisation efficace d'objectifs mesurables. Et ça, vous avez reçu Alain Suppiot, ça vient directement de lui. Et ça, par exemple, il y a une définition, enfin moi, il y a quelque chose auquel on se heurte en tant qu'architecte tous les jours, c'est comment lutter pour que la définition de natrium soit un peu plus souple et poétique que la fameuse règle des racines de 7 sur H. C'est-à-dire que le dimensionnement de natrium en France est régi par, il faut qu'il fasse racine de 7 sur H, le H étant la hauteur du plancher le plus bas. À racine de 7,05 H, il se passe quelque chose d'absolument dramatique parce que l'atrium perd son nom. On tombe dans un vide juridique incroyable où il faut faire des études de désenfumage, un truc invraisemblable. Et donc du coup, ça c'est typiquement l'harmonie par le calcul. C'est qu'on croit régir le monde par des définitions scientifiques. À l'échelle urbaine, on sait tous maintenant que construire un centre commercial vertueux, photovoltaïque comme on voit, n'est pas la bonne solution d'un point de vue global pour diminuer notre consommation de carbone. Même si ça continue à Carcassonne. À Carcassonne, il manquait un endroit où il n'y avait pas de centre commercial, donc ils sont en train de le faire là. La question de la gestion des externalités négatives, donc en l'occurrence le fait de faire du CO2, peut être résolue par un changement d'axe de réflexion. En fait, c'est pas bien de faire des centres commerciaux. Mais la même question, elle peut se poser à l'échelle architecturale. Est-ce que la meilleure solution, c'est de dépenser beaucoup d'argent et de carbone pour isoler une école afin de garantir 21 degrés constants toute l'année, en prenant en référence les 4 jours de grand froid dans l'année,
est-ce que reconfigurer spatialement la salle ou travailler en pull ponctuellement, est-ce que c'est complètement inenvisageable? Parce que cette lutte, elle doit avoir des répercussions sur la décision politique au risque d'un essoufflement. Il faut que les architectes, une fois le problème de la formation résolu, soient en mesure de se faire écouter. C'est le troisième axe, l'influence sur nos décisionnaires. Le premier point, c'est de résoudre le problème de l'autonomie de la discipline. La loi Chapelier de 1791 supprime les corporations. Rien n'existe entre l'intérêt particulier de l'individu et l'intérêt général de l'État. Pas de chance, en tant que profession libérale, on est en réalité situé au point d'articulation névralgique entre ces deux mondes. C'est d'ailleurs une des grâces de ce métier, le fait de faire le matin une réunion de chantier avec des ouvriers et l'après-midi d'avoir une présentation devant les élus de la région. Il y a peu de métiers qui peuvent se prévaloir d'avoir sous les yeux en permanence un tel condensé de la société dans son ensemble. Et il n'y a pas besoin de travailler chez McKinsey pour connaître parfaitement un domaine. En réalité, par leur pratique professionnelle, les architectes sont sans cesse au contact du terrain, de la société et des décideurs. Or, les architectes n'échappent pas au grand mouvement démographique. Leur concentration à Paris et dans le sud et dans l'ouest depuis une vingtaine d'années est notée par le rapport archigraphique qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, c'est une désertification du territoire par les professions libérales. Et ça, cette tentation de la sécession des élites, c'est évidemment pas bon pour le territoire parce que les habitants n'ont plus de relais avec le haut de la société. Mais en plus, c'est pas très bon pour la discipline parce que les architectes se retrouvent par affinité dans les grandes villes et ne discutent plus qu'entre eux. Et donc on peut avoir la tentation d'une discipline autonome, empoulée et sans racines. Le symptôme d'ailleurs, c'est que les architectes ne sont jamais consultés sur des sujets pourtant largement à leur portée. Sauf exception, l'exception notable par exemple d'aménager les territoires ruraux et périurbains de Frédéric Bonnet, les architectes ne sont plus consultés par les pouvoirs publics depuis une trentaine d'années. Pas de mission, pas de rapport. Le Covid-21, c'était une occasion inespérée de parler de qualité de logement, d'habitabilité de nos villes ou encore d'aménagement du territoire. Mais la ministre de la Culture a fait le focus sur le spectacle vivant et l'opéra, et jamais d'architecture, dont pourtant elle a la charge. Il faut que nous plaidions absolument pour la subsidiarité de l'action publique. C'est pas facile à dire, mais je pense que c'est bien. Elle revient à confier la décision à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. L'illustration du principe de subsidiarité, c'est par exemple les jurys d'architecture. Quand vous avez un jury pour un équipement public, en général, vous avez 2 architectes mandatés par l'ordre et une infinité d'élus, d'adjoints un peu lambda, etc. Il se trouve que les architectes sont souvent inférieurs en nombre et leur voix ne vaut pas plus que celle du maire ou de l'adjoint. Pourtant, on peut dire que normalement on a fait des études, on est quand même un peu expert du domaine. En tant que profession libérale, en plus nous serions censés garantir un intérêt général du temps long, sans doute beaucoup mieux que des élus qui ne sont finalement que de passage. Donc ça c'est un des premiers points. Ce principe pourrait nous conduire par exemple, comme on construit, on voit les absurdités normatives tous les jours. La norme délicatement nommée NFE 85015, qui impose depuis 2008 sur toutes les toitures terrasses de France et de Navarre de mettre ces garde-corps rétractables théoriquement, mais qui ne sont jamais rétractés, sur les toitures terrasses. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour permettre à du personnel non qualifié de monter sur la toiture. C'est-à-dire en gros, c'est résoudre des problèmes de budget d'exploitation. Et de permettre au personnel d'entretien de monter tous les 5 ans, entretenir les chéneaux. On peut se demander quel est le coût environnemental d'une telle mesure. Quel est le choix? Parce que là, on a recouvert le territoire. Si vous allez absolument partout en France, des super hangars d'Amazon à la toiture du Louvre-Lens, par exemple, la dernière fois que je suis allé au Louvre-Lens, ils étaient déployés. On a ce superbe couronnement en acier galvanisé qui règne. Donc ça, par exemple, on pourrait très bien prévenir l'État que ça se passe, que c'est pas bien. On pourrait très bien prévenir l'État aussi. Alors ça, c'est le site de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Alors, j'en croyais pas mes yeux. Attention, c'est assez spectaculaire. Donc voilà, là ça se passe un peu moins bien, et là ça se passe plus du tout bien. Et ça, c'est sur la page d'accueil du site de l'ANRU. Là, vous ouvrez le site de l'ANRU là aujourd'hui, et vous avez ça. Je vous montre ce qu'il y a juste après, parce que c'est quand même... Ça, là, il n'y a rien qui va, là. Il n'y a rien qui va, et pourtant, je veux dire, c'est l'organisme principal de la rénovation urbaine en France. Donc là, je veux dire, là, il
Là, c'est l'architecture. Il y a même un tracteur en treillis. Enfin, là, c'est le... Parce qu'en fait, en France, on a un réflexe pavlovien de la démolition. Enfin, en France, peut-être un peu partout d'ailleurs, mais... En fait, on fait la rédemption par la violence de nos péchés urbains passés, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme on a mal fait les choses dans les années 60, on va les détruire. L'État, en fait, il est encore pétri de cette culture marchande où les bâtiments neufs sont des produits et où on préfère alors jeter que réparer. Et on en arrive encore aujourd'hui à des situations absurdes, à Montpellier toujours. On a la démolition de la tour d'Assas. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est pas comme Sanat Salo, par exemple. C'est un projet que les gens aiment pas trop, mais pourtant qui n'a pas de valeur patrimoniale. C'est pas un Grand Prix de Rome qui a fait donc on peut même pas se targuer d'une ambition patrimoniale là-dessus. Et pourtant, je crois que c'est infiniment bête de détruire cette tour, de s'en vanter, parce que ça, c'est mai 2022. Hein, si vous voyez, c'est distribué dans ma boîte aux lettres. On a quelque chose comme ça, le projet de la Mosson. La tour d'Assas sera détruite en 2024, et sauf que il y a 3 semaines, par un communiqué de presse, la mairie annonçait à 50 mètres de là la création d'une folie architecturale pour accueillir le nouveau siège de la société d'équipement mixte de Montpellier sur 10 000 m² flambant neuf, vraiment à 50 mètres. Donc, je veux dire... C'est pas comme la tour INSEE, c'est-à-dire que la tour INSEE, elle a une valeur patrimoniale. Mais en fait, c'est tout aussi bête d'un point de vue environnemental de démolir cette tour et de ne pas essayer de la reconvertir pour faire, je pense, ce nouveau siège de la CERM. Parce que lorsqu'on réhabilite un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques, des dérogations à la norme sont possibles. Si ces échappatoires sont évidemment un risque sur la performance, ils sont aussi une chance de pouvoir remettre un peu d'intelligence dans le processus de rénovation. La question se pose alors, ne serait-il pas urgent de réaliser l'extension du domaine patrimonial à l'ensemble de la production construite humaine? Et donc là, je vais terminer avec un petit plaidoyer, non pas pour l'architecture, mais pour la définition d'un patrimoine ordinaire. Avant d'envisager toute démolition d'un bâtiment ou d'une construction, il faudrait réfléchir a priori à sa capacité d'adaptation au type de programme que l'on pourrait réaliser, en respectant son intégrité. Il faudrait imaginer que toute construction est un patrimoine vivant, non muséifié, qui mérite d'être transformé pour assurer une continuité historique nécessaire, au-delà des considérations écologiques évidentes. En considérant que toute construction est une chance de projet, on inverserait la logique mutilante qui conduit aujourd'hui du programme au site. Considérer qu'une maîtrise d'œuvre formée et compétente puisse aborder chaque projet spécifiquement plaide pour la définition généralisée d'un patrimoine ordinaire. Certains architectes travaillent depuis longtemps sur cette thématique de rénovation du patrimoine ordinaire. Cette histoire de l'architecture, aujourd'hui largement au second plan, fabrique un corpus de projets de référence qu'il faudrait diffuser dans les écoles, dans les revues, dans les conférences, afin de nourrir la réflexion des architectes, des décideurs et du grand public. En regardant un peu dans le pays profond, vers l'Aude notamment, parce que je connais bien le coin, on pourrait réunir des familles de projets. Donc là, on a une rénovation qui date de 62, je crois. J'ai un spécialiste de Michel Gerbier dans la salle, donc là je me méfie un peu, qui est un précurseur du mouvement écologiste dans les années 60, jusqu'à aujourd'hui, où Bast, avec leurs projets M23 et M26 notamment, réinterroge la question de la transformation et parfois des zones pavillonnaires dont tu parlais tout à l'heure, Olivier. C'est-à-dire que ces zones pavillonnaires sont très difficiles à reconvertir, mais des solutions, certains essayent de le faire malgré tout. Ce corpus, en réalité, le témoignage les témoignages sans cesse réactualisés qu'une alternative aux solutions standardisées existe et que la réflexion sur la couche de sédimentation au XXIe siècle que notre génération d'architectes va apporter est déjà en cours. Cette crise climatique, en rebattant les cartes de la manière de faire de l'architecture, est une chance pour la profession de se réapproprier les conditions nouvelles de production de l'espace bâti. Ça, c'est une image du laboratoire de Cartier. En fait, Piano, à la suite de la construction de Beaubourg, il a fait un burn-out, comme on dirait maintenant. Il est parti réhabiliter des centres anciens UNESCO en Italie. Et ils ont créé, c'est une expérience avec Peter Rice qui a duré 4-5 ans dans différents endroits, mais avec une inventivité d'outils, une inventivité générale sur les premiers engins de chantier électriques, des ballons sondes qui venaient prendre des photos aériennes, enfin, un truc absolument extraordinaire. Et en fait, on pourrait donc réutiliser, puisque c'est la mode, la définition que faisait Jean-Louis Cohen en 2014 à la Biennale de Venise de la modernité architecturale. La crise climatique, c'est en même temps une menace et une promesse pour la profession.
Voilà, je vous remercie.